Alors, toujours dans notre document double page ici, je vais double-cliquer sur le gabarit dans la palette page. Alors, je vous montre une astuce. Ici, ça a été facile pour mettre les numérotations de manière symétrique parce qu'on s'est servi des guides roses qui sont là. Mais si vous ne vous servez pas des guides roses, comment faire en sorte qu'ils soient bien symétriques? Je vous montre comment ça marche. Vous allez tester après si vous voulez. Je vais aller ici sur la page de gauche et je positionne sur ma page la numérotation. Voilà. Je juge par exemple que c'est là que ça doit aller. Et je voudrais que ce soit symétrique de ce côté-là. Que ce soit positionné au même endroit de manière symétrique. Eh bien, l'astuce, c'est d'utiliser des blocs vides, en fait, comme référence. Je vais ici prendre un bloc que je vais créer sans contour, c'est mieux. Voilà. Je vais le tracer entre le bord de la page et mon cercle. Même chose pour un deuxième bloc ici, entre le bord de la page et le cercle. Voilà. Et puis, je vais activer les deux blocs. Clic majuscule, clic. Faire un coupé. Et aller de l'autre côté. Le coller. Voilà. Il suffit que j'aille positionner ce bloc-là en bas de la page ici, ce bloc-là sur le côté de la page. Et avec ça, je vais pouvoir donc positionner mon bloc ici de numérotation qui sera parfaitement symétrique par rapport à ce qu'il est de l'autre côté. Donc je me sers un peu, c'est comme si je découpais des bandelettes de papier pour faire des mesures, quoi. Une fois qu'ils sont, que la numérotation est bien positionnée, je peux supprimer les blocs qui ne me servent plus. Voilà, donc comment faire quelque chose de bien symétrique, même sans avoir de repères qui sont tracés. On a placé le premier élément complètement à l'œil, c'est en traçant des blocs. Alors, si, il y a possibilité de tracer des repères, mais pour qu'ils soient symétriques sur la page de droite, il faudra calculer, ça ne va pas être évident. Ceci, c'est une astuce très connue et qui est utilisée depuis des décennies pour faire la mise en page. Coller sur place va recoller au même endroit. Le coller sur place tient compte de la planche. Oui, et de toute façon, nous, on veut que ce soit symétrique. Hein. Donc, sur la page de gauche, il faut que la numérotation soit à une certaine distance du bord gauche de la page de gauche, et sur la page de droite, la même distance du bord droit de la page de droite. Et le bas aussi. Voilà. OK, donc si je donne une couleur, vous allez bien voir ici les rectangles. Il y a une mode. Ça, c'est une astuce à retenir et la sortir quand c'est utile. Bon, les gabarits. Alors, les gabarits. Je vais créer un nouveau gabarit. Menu de la palette page. Nouveau gabarit. Donc, par défaut, il va prendre le préfixe B. C'est logique, ça va être dans l'ordre de l'alphabet. Gabarit de 2 pages, c'est logique. Voilà. Je travaille dans ce nouveau gabarit, je double-clique sur lui. Alors, on va dire que pour certaines parties de ma publication, il faut qu'il y ait une décoration sur la droite de la page de droite. Il faut qu'il y ait une couleur. Alors, j'y vais, je prends un rectangle, par exemple. Ça pourrait être une image que je vais chercher aussi, hein, mais ici, on va faire les choses simplement pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, je vais faire un rectangle que je fais déborder à fond perdu en dehors de la page, comme ceci. Et je vais lui donner une couleur de fond.
Donc la case de fond est en avant-plan dans la palette des outils. Je vais créer une couleur spécialement pour ce rectangle. Alors, il est possible d'utiliser les couleurs Pantone. Vous connaissez? Les couleurs Pantone. Pantone, c'est une marque qui fabrique des encres qui sont utilisées chez l'imprimeur. Et il y a des gammes d'encre dans les logiciels. Ça suppose qu'il y aura un coût supplémentaire quand vous allez imprimer, parce que c'est un passage en presse, en plus du cyan, magenta, jaune, noir, il y aura l'encre Pantone que vous avez choisie. Mais au moment où vous exportez en PDF, vous avez la possibilité de dire que l'encre Pantone va, en réalité, être imprimée avec du cyan, magenta, jaune, noir superposé. Donc on va la convertir en quadri. Donc le fait d'utiliser les encres Pantone, c'est pas nécessairement parce qu'au final, on va réellement imprimer avec l'encre Pantone. C'est peut-être juste par facilité. Alors, c'est ça que je vous propose ici, d'aller éventuellement faire une nouvelle couleur en allant la chercher dans la gamme Pantone. Donc, dans le nuancier, je vais demander une nouvelle couleur. Et ici, à la place de mode, je vais descendre dans la liste. Et vous avez d'autres marques que Pantone qui font des nuanciers. HKS, Focal Tone, Toyo, etc. Bon, on va aller chercher la gamme Pantone Solid Coated. Ça veut dire quoi, Solid Coated? Ça veut dire que c'est une encre dont la couleur est créée dans les pigments de l'encre. C'est pas en superposant plusieurs encres, c'est vraiment une encre qui a cette couleur-là. Et coated, ça veut dire que c'est le nuancier Pantone prévu pour du papier couché, donc du papier pelliculé. L'encre ne rentre pas dans les fibres du papier. La luminosité de l'encre est plus forte que pour le papier non couché. Ce sont les deux nuanciers là qu'on utilise le plus souvent, le solid coated et solid uncoated. Vous les avez? Alors voilà, si vous avez un vrai nuancier Pantone en main, il est indiqué sur chaque échantillon de couleur quel est son numéro. J'en ai, mais ils sont dans ma voiture, il faut que j'aille les chercher pour vous montrer ça. Dans le monde du graphisme, on communique souvent à propos de la couleur avec les nuanciers Pantone. Ça évite des mésententes sur les couleurs. Voilà, ça ressemble à ça, un nuancier Pantone. Et vous avez donc en dessous de chaque échantillon de couleur, vous avez un numéro. 2365 ici pour celui-là. Avec un petit C qui suit le numéro. Je vais peut-être aller prendre là, oui, vous voyez, il y a un petit C qui suit le numéro, pour indiquer que c'est le nuancier sur papier couché. Bon, donc, dans InDesign, vous avez la possibilité de taper le numéro ici. Voilà. Et on tombe sur cet enfin. OK. Et donc, voilà, dans le nuancier, vous avez créé un type de couleur qu'on n'a encore jamais vu. C'est-à-dire, ce n'est pas du CMJN, contrairement aux autres qui étaient là déjà dans le nuancier. Ce n'est pas du RVB non plus. C'est une couleur qui vient d'un catalogue couleurs. Et à la place de la petite grille ici, vous avez un point. Pourquoi? Mais pour indiquer que c'est une couleur qui n'est pas créée en superposant plusieurs autres encres. Ce n'est pas du tramage. C'est vraiment dans le pigment de l'encre que la couleur se trouve. Bon, ici, on va exporter, on exportera finalement. Je veux dire, à l'exportation PDF, on va la convertir en CMJN. On le fera, hein, vous allez mieux comprendre, et quand j'irai vous chercher les nuanciers Pantone aussi. OK, donc là, j'ai mis un bloc à fond perdu sur la droite de la page de droite, et accessoirement, je vais créer une couleur, j'ai été chercher une couleur Pantone. OK, alors,
On peut utiliser, pendant que le bloc est sélectionné, là, on peut utiliser un outil qui va servir à mettre de la transparence progressive. C'est ceci. Vous tracez et vous arrivez à mettre de la transparence progressive si vous voulez. Ça marche aussi sur les images. D'accord? Si vous voulez, pendant que vous tracez avec cet outil, vous pouvez enfoncer la touche majuscule pour que ce soit bien horizontal. Vous faites plus ou moins long le trait, et ça va vous faire une progression plus ou moins longue. Même. La touche majuscule, oui, qui sert à contraindre l'outil quand on l'utilise. OK. Alors, si je veux que le bandeau soit un peu moins large, je vais peut-être le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle, en prenant la poignée du milieu ici. Et le dégradé transparent surdimensionneuse. Voilà. Bon, ceci est juste un exemple de ce qu'il est possible de faire. Et je profite d'un exercice pour voir certains outils rapidement. Donc, la dernière manipulation, c'était prendre l'outil de transformation manuelle et prendre la poignée du milieu pour modifier la largeur. Et donc, le contenu se redimensionne, donc le dégradé se redimensionne. Ce qui n'empêche que je peux prendre l'outil dégradé pour aller le refaire dans un sens ou l'autre. Ouais, aussi. Donc là, on aura une encre Pantone qui sera tramée. On peut amener une subtilité dans l'encre, différentes intensités en la tramant. Ça n'est pas nécessairement un aplat de couleurs, les encres Pantone. Et de toute façon, comme j'avais dit, elle sera convertie en CMYK à l'exportation, donc on ne va pas amener des coûts supplémentaires à l'impression avec des encres spéciales. N'oubliez pas d'enregistrer. Ou bien. Alors, je vais appliquer ce gabarit B à certaines des pages de mon document. En imaginant que parmi mon document ici de 16 pages, il y a une rubrique de 4 pages à certains endroits, à un certain endroit. Alors, par exemple, je vais appliquer le gabarit B sur les pages 52 jusqu'à 55. J'ai la possibilité de déplacer le gabarit vers les pages et ça va l'appliquer. Mais je peux aussi utiliser une fonction très intéressante quand on doit appliquer un gabarit à plusieurs pages. C'est menu de la palette pages, appliquer un gabarit aux pages. Donc, j'applique le gabarit B aux pages, lesquelles je vais indiquer 52-55. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué la nomenclature, comment ça fonctionne. On peut mettre des pages seules. On peut mettre de la page un tel à la page un tel. Voilà, bon. C'est comme ça que ça fonctionne, la nomenclature. C'est comme quand on exportait certaines pages du PDF seulement, certaines pages en PDF seulement. On avait aussi cette manière d'écrire. OK, donc là, c'est de 52 à 55 que j'applique le gabarit B. OK. Et voilà, vous avez les pages 52 à 55 qui ont le gabarit B. Hein? OK. Alors là, ça devient
plus subtil, on s'accroche. On va faire une variante du gabarit B en le dupliquant. Donc, j'active les 2 pages du gabarit B en faisant clic majuscule clic. Et dans le menu de la palette de pages, je vais demander de dupliquer la planche gabarit B. Donc, j'obtiens le gabarit C. Ce qui va me permettre d'appliquer le gabarit C sur certaines des pages, mais sa couleur va changer en fait. Hein. Ça va plus être du rose comme ça va être une autre couleur. Comme ça, vous gagnez du temps. Vous démarrez d'un gabarit déjà fait, vous le dupliquez, puis vous modifiez. Donc, dans le gabarit C, j'ai double-cliqué sur le gabarit C, je sélectionne mon rectangle et je vais aller dire que je fais une nouvelle couleur. Je peux reprendre le Pantone si je veux. Je peux choisir la couleur Pantone directement là-dedans si je veux. Voilà. Bien, et je vais l'appliquer celui-là aux pages 56 à 59. Donc, appliquer un gabarit aux pages 56-59. OK, et voilà, c'est fait. Très intéressant, parce que les magazines, ça fonctionne comme ça, en fait. Hein. Pour les différentes parties de la publication, vous avez différents gabarits qui s'appliquent pour donner un style différent à chaque rubrique. Pour un PowerPoint fait dans InDesign, ce serait la même chose, évidemment. Hein. Ouais. Bien. Mais vous avez remarqué que les pages qui utilisent le gabarit B et le C, elles n'ont plus de numérotation. Donc, je pourrais transférer les 2 blocs de numérotation ici qui sont dans le gabarit A, je pourrais les copier et aller les coller sur place dans le gabarit B et dans le C. Mais ce n'est pas la meilleure chose à faire, parce que si je dois changer à un certain moment l'aspect de la numérotation, je devrais le faire dans 3 gabarits. Alors, il y a quelque chose de plus intéressant à faire, c'est des gabarits en cascade. C'est-à-dire que je vais ici activer avec clic majuscule clic, j'active le gabarit B et je vais aller dans le menu de la palette de pages dans options de gabarit pour gabarit B. D'accord? Clic majuscule clic pour activer les 2 pages de gabarit B. Je vais dans le menu de la palette de pages options de gabarit pour gabarit B. Et là, je vais indiquer que ce gabarit B subit le gabarit A. Voilà. OK. Et vous avez la numérotation du gabarit A qui se met sur le B. Donc, c'est des gabarits en cascade. Et donc, maintenant, les pages qui utilisent le gabarit B ont la numérotation. Ce n'est pas une copie des numéros, c'est juste les numéros qui sont appliqués, une image des numéros qui est appliquée sur le gabarit B. Oui, les numéros passent en dessous, en fait. Oui. Et justement, on va voir comment régler ça. OK. D'ailleurs, je vais faire un problème plus important ici en repositionnant les numéros là où on les avait mis au départ. Dans le gabarit A, je suis dans le gabarit A, je mets les numéros là, voilà. Là, voilà. Et en effet, si je vais maintenant dans le gabarit B, on voit que les numéros passent en dessous. C'est logique, hein. Les éléments du gabarit se mettent toujours en premier, puis les choses qui font partie de la page viennent par-dessus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se passe pas comme ça? On va utiliser un calque. Voilà. On va dans la palette calque. Le calque actuel, je vais l'appeler texte dans le document. Oui.
Ici, pour l'instant, je suis en train de travailler dans la palette des calques. Elle est transversale à tout le document, peu importe sur quelle page je me trouve quand je crée des calques. Après, à un certain moment, on ira sur le bon gabarit pour faire des opérations. Voilà. Alors, deuxième calque que je crée, qui est par-dessus et que je vais déplacer en dessous d'ailleurs. Voilà. Celui-là, je vais l'appeler décoration droite de la page droite. Hein? Et un autre calque encore que je vais appeler numérotation. Et c'est comme ça que vous allez arriver à faire en sorte que la numérotation passe au-dessus des bandeaux. C'est parce qu'en fait, ils seront sur un calque qui est au-dessus de celui des bandeaux. Et le troisième calque, là, ce sera quand je travaillerai dans le document. Ce sont des choses qui viendront par-dessus. Et je verrai si je mets la numérotation par-dessus éventuellement. Mais en tout cas, voilà, on a actuellement des calques qui sont... Ces deux calques-là sont vides. Mais on va les mettre dedans ce qu'il faut. OK. Alors, je vais dans le gabarit A. Je vais sélectionner les deux numéros. Donc, je peux faire CTRL A. Il n'y a que ça, de toute façon, sur le gabarit A. Et dans la palette des calques, on m'indique où se trouvent actuellement ces éléments. Ils se trouvent dans le calque qui s'appelle texte dans le document. Je vais déplacer ces éléments dans le calque numérotation. Et pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de prendre le petit carré et de le déplacer sur le calque ici. Puis voilà. Pour transférer des éléments d'un calque à l'autre, on utilise le petit carré. Et on le déplace. Donc, les vecteurs qui montrent la numérotation qui est actuellement sélectionnée, ça a changé de couleur. C'est la couleur du calque numérotation. Il faut double-cliquer sur le gabarit A. Et puis, tu fais CTRL A. Tu devrais voir apparaître un carré sur le premier calque qui s'appelait calque 1, mais que j'ai renommé texte dans le document. Et tu déplaces ce carré bleu vers le calque numérotation. Donc, transfert d'un élément d'un calque à l'autre, facilement. Il ne faut pas faire ça par copier-coller. On déplace le petit carré, on sélectionne et on déplace. Alors, maintenant, je vais dans le gabarit B. Je sélectionne le bandeau. Je le mets sur le bon calque, c'est-à-dire le calque décoration droite de la page de droite. Donc, je déplace là. Et voilà. Et ça marche. Malgré que le gabarit B subit le gabarit A, on arrive à faire en sorte que les éléments du gabarit A soient au-dessus. Donc, en clair, les calques permettent de passer outre du fait que les éléments qui viennent d'un gabarit soient en dessous. En créant plusieurs calques, on arrive à forcer le fait que les éléments qui viennent d'un gabarit, on ne les met pas en dessous, ils ne doivent pas aller en dessous, ils doivent aller au-dessus. Ah, c'est pas si évident que ça à comprendre, hein, ça demandera de la pratique. OK, donc gabarit C, il va falloir refaire la même opération. Je vais le faire ici rapidement, puis vous allez tester. Donc gabarit C, il faut d'abord que j'indique qu'il utilise le gabarit A, parce que les pages qui vont utiliser le gabarit C doivent également avoir une numérotation. J'ai décidé que ça devait être comme ça. Donc tic majuscule tic. Je vous montre rapidement, vous allez tester après. Je vais dans Options de gabarit, dans le menu de la palette page. J'indique que ça utilise le gabarit A. Voilà, donc les numérotations du gabarit A viennent d'arriver sur le gabarit C. La numérotation n'est pas visible parce qu'elle est sous le bandeau, c'est pas grave. Je sélectionne le bandeau du gabarit C, je le fais passer sous ici, voilà.
Voilà. Là. Donc, il a été déplacé sur son calque qui était prévu pour lui. Et voilà, on a donc la numérotation qui vient du gabarit A, elle est correcte par-dessus. Dans le document, ça marche aussi. OK. Et l'intérêt des gabarits en cascade, plutôt que d'avoir fait du copier-coller, c'est que je peux retourner dans le gabarit A, aller modifier les choses, l'aspect. Par exemple, ici, je vais redimensionner avec l'outil de transformation manuelle, je vais le faire plus petit. Je vais changer la couleur de fond. Je vais faire en rouge. Je peux changer la police de caractère. Ça suppose que j'aille modifier aussi, comme on a fait tout à l'heure, l'approche de groupe, en fait. Hein. Mais bon, OK, je sélectionne ça. Je le copie. Je vais sur la page de droite. Je supprime celui-là. Je le colle. Je le mets là, dans le coin. Donc, j'ai complètement modifié la numérotation, l'aspect de la numérotation. Eh bien, rien qu'en travaillant sur le gabarit A, ben ça a modifié aussi la numérotation dans le B et dans le C, forcément. Et dans tout le document, ça marche. OK. Bien. Alors ici, pour agrémenter un peu les choses, j'ai envie d'aller mettre sur chaque fois qu'il y a un bandeau sur le bord d'une page ici, donc dans le gabarit B et le C, je voudrais mettre un motif de fleurs par-dessus, un motif blanc de fleurs. Donc on verra apparaître la couleur du bandeau derrière les fleurs blanches. Le but, c'est de vous montrer plusieurs choses ici. De vous montrer que sur le web, il y a plein de ressources gratuites qui sont à votre disposition et qu'il faut éventuellement les utiliser. Et on verra donc également comment deux manières de transférer des informations de Illustrator vers InDesign. Première manière, importer les choses comme si c'était une image. Deuxième manière, le copier-coller. Et dans le copier-coller, il y a même à l'intérieur de cette manière-là deux manières de coller. Donc on va le faire là. Je vais dans un navigateur web et vous pouvez taper ceci, Flower Pattern Vector. Parce que je voulais des fleurs qui soient super nettes, donc je vais vers le vectoriel. Donc normalement, il faudrait indiquer aussi le mot download et public domain entre guillemets, mais je sais bien qu'en tapant ceci, on arrive sur un site ici qui propose des motifs de fleurs gratuits. Alors vous voyez le site qui apparaît là, Vector Floral Pattern. Donc je fais un contrôle-clic sur lui, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et vous allez pouvoir télécharger un des motifs qui est ici. Je peux faire contrôle-clic sur le motif, voilà. Ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et vous avez la possibilité ici de télécharger le fichier. Que j'enregistre, c'est un fichier zip que j'enregistre sur dans mon dossier de téléchargement.
Bien, donc je vais aller voir dans mon dossier des téléchargements. J'ai le fichier zip qui est là et je double-clique sur lui. Non, sur le Windows, vous devez faire un clic droit, extraire tout ou extraire ici. Parce qu'il y a un piège avec Windows, c'est que vous pouvez entrer dans le zip pour voir ce qu'il y a dedans, mais les éléments sont inutilisables. Il faut réellement les extraire par un clic droit, extraire. Et donc, c'est un dossier qui est là. Je rentre dans le dossier. Et vous avez les patterns en 3 versions. Version JPEG, mais ça ne nous intéresse pas. On veut du précis, on veut que ce soit du vectoriel. Et pour le vectoriel, on a donc 2 formats. L'ancien format vectoriel, le EPS, et un format Illustrator. Alors, vous allez double-cliquer sur le format Illustrator. Ça devrait s'ouvrir dans Illustrator. Alors, ce ne sera pas toujours comme ça. Évidemment, c'est ce site-là qui a mis au point ces dossiers avec cette structure-là, mais chaque site va vous proposer les choses différemment. Il faudra à chaque fois s'adapter. Voilà, ça s'est ouvert dans Illustrator. Bien, ce sont donc des vecteurs. Quand vous survolez avec la flèche noire dans Illustrator, vous voyez que ça se met en surbrillance pour vous indiquer comment c'est construit. Si vous allez dans le menu Affichage, Tracé, vous allez voir les vecteurs sans les couleurs. Voilà. Affichage aperçu, vous revoyez les couleurs. On va vérifier que le fond blanc, c'est vraiment de la transparence entre les objets et pas du blanc. En fait, par défaut, pour éviter de vous faire mal aux yeux, Illustrator montre la transparence en blanc. Mais on ne sait pas faire la différence entre un objet qui est blanc, là dans le fond, et la transparence ici, sauf qu'il faut aller vérifier ici, affichage, afficher le damier de transparence. Voilà. Et là, on voit que c'est réellement de la transparence, puisque vous savez que dans les logiciels Adobe, la transparence est montrée par un damier. Bon, si s'il y a réellement un rectangle blanc là derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la flèche blanche ici et cliquer sur le bord du rectangle. Est-ce que vous voyez qu'il se sélectionne? Vous enfoncez une fois, 2 fois la touche suppression et il devrait disparaître. Bien, là, vous pouvez mettre à jour le fichier Illustrator. Si vous venez de faire cette opération, ce serait bien que le fichier sur le disque dur intègre cette modification. Il faut être fichier enregistré. OK. Alors, voyons une manière de transférer vers InDesign. Je vais transférer une partie du motif. Et pour ça, je vais aller chercher derrière la flèche blanche plus. Et je vais englober une partie qui m'intéresse. Voilà. Je vais même englober un peu mieux que ça. Ah oui, avec la touche majuscule, je vais ajouter en fait. Avec majuscule, je vais aller ajouter des choses qui manquent. Voilà. D'accord? En faisant un majuscule clic, j'ajoute les choses qui manquaient. Donc, vous avez bien utilisé la flèche blanche plus? Ah, il fallait pas supprimer. Donc, la flèche blanche plus, dans Illustrator, elle sert à faire une sélection dans un groupe, une partie du groupe. La flèche blanche sans le signe plus, c'est pour manipuler les points. La flèche blanche avec le signe plus, c'est pour manipuler les formes, mais des formes qui font partie d'un groupe. Tout le groupe ne nous intéresse pas, il n'y a qu'une partie du groupe qui nous intéresse. Alors, on prend cet objet-là, cet outil-là. OK. Alors, je fais édition, copier. Si ça vous intéresse de garder cette sélection mémorisée dans le fichier, vous avez la possibilité de la mémoriser. Sélection mémorisée.
Voilà. Donc, sélection mémorisée vous évitera de devoir recommencer tout ce travail de sélection. Il suffira de retourner dans le menu sélection et vous allez avoir le mot que vous mettez là, oiseau par exemple. OK. Donc, ça permettra rapidement, après, quand vous réouvrirez le fichier, de resélectionner cette chose-là. OK, donc, édition copier. Et puis, on va aller dans InDesign. Et là, on va tester sur une page. Par exemple, sur la page 57, voilà, on peut faire édition coller. Voilà. OK. Et là, en faisant un copier-coller de Illustrator vers InDesign, on n'a pas importé une image liée. Dans la palette des liens, il n'y a pas une image supplémentaire qui vient d'apparaître. Oui, d'ailleurs, il n'y a aucune image dans ce document actuellement. On a transféré les vecteurs de Illustrator. Donc, on voit que c'est un groupe. Vous avez les petits pointillés qui vous indiquent que c'est un groupe. Vous pouvez redimensionner les vecteurs avec l'outil de transformation manuelle. Vous pouvez manipuler les vecteurs avec la flèche blanche. Vous cliquez d'abord à côté de tout, puis vous allez cliquer sur les différents éléments. Pour faire quoi? Pour les déplacer, les tourner si on veut, ça doit marcher. Ouais. Non, ça ne marche pas ici parce qu'il faudrait en fait l'outil rotation qui est là derrière. Enfin, ça devient un peu compliqué. On a un outil rotation qui se trouve derrière l'outil transformation manuelle. Je vais quand même vous montrer parce que c'est vrai que c'est intéressant. Vous êtes arrivé à sélectionner une partie seulement de vos vecteurs avec la flèche blanche. Vous avez derrière l'outil de transformation manuelle, vous avez l'outil rotation. L'outil rotation demande de positionner la petite cible qui se trouve actuellement là. On va la positionner là où on veut que la rotation se fasse. Je clique, tout simplement. Et puis, je m'éloigne et je fais un cliquer-glisser. Je répète. Avec la flèche blanche, j'ai d'abord cliqué à côté de tout, puis je vais cliquer sur un des éléments. Je peux le bouger avec la flèche blanche, ce n'est pas un problème. Je peux aussi le tourner, mais pour le tourner, il faut que j'aille chercher l'outil rotation qui se trouve derrière l'outil de transformation manuelle. Avec l'outil rotation, il faut que je détermine le centre de rotation en cliquant une première fois, comme ça. Puis, je m'éloigne et je fais cliquer, glisser. Et ça tourne. Ouais. Enfin voilà, c'est la première manière de transférer des choses d'Illustrator. Et remarquez que dans la palette nuancier, automatiquement, il y a des couleurs qui se sont arrivées. Ce sont celles qui composent l'oiseau, là, dans mon cas. OK. Alors, en n'ayant rien sélectionné, je peux... donc, j'ai cliqué d'abord avec la flèche noire à côté de tout. Je peux aller double-cliquer sur les couleurs dans le nuancier et aller changer les couleurs. OK. La couleur de mon oiseau, la couleur de l'œil de l'oiseau chez moi, c'est du blanc et c'était une couleur qui existait déjà dans le nuancier, donc elle n'a pas été ajoutée. C'est la couleur papier. OK, donc c'est sympa.
cette possibilité de prendre de l'Illustrator et de le modifier dans InDesign. Possibilité d'ajouter les effets. Voilà, ombre portée, par exemple. Bien. Biseautage, si on veut. OK. Ça, ce sont des effets spéciaux InDesign que je suis allé chercher dans Objets, Effets, Ombre portée, et puis biseautage et estampage. Et donc, pour changer la couleur, j'ai simplement, en n'ayant rien qui est sélectionné, j'ai été double-cliqué sur les 3 couleurs qui sont arrivées avec l'oiseau. Et ça les modifie donc. OK, on va faire l'autre manière de faire, et pour ça, on va retourner dans Illustrator. Et alors, votre motif là d'oiseau, vous allez l'enregistrer sous un nouveau nom, enfin d'oiseau ou n'importe quoi, de fleurs, je veux dire. Vous faites fichier enregistrer sous, et on va ajouter que c'est en fait tout blanc. Hein. OK. Donc, je suis prudent, j'enregistre d'abord le fichier, puis je vais le faire réellement. Parce que vous voyez, si je le fais et puis que j'enregistre par erreur, mon premier fichier est perdu. Alors, ce serait intéressant de l'enregistrer à côté du document qu'on est en train de manipuler, et peut-être même dans un dossier qu'on va créer à côté de ce document-là, un dossier image, 4e doc. Dans la boîte qui apparaît pour l'enregistrement, vous cliquez sur OK. On va considérer que les options sont bonnes. Donc, le fichier vient d'être enregistré à côté du document InDesign, et on l'a renommé tout blanc. Ben maintenant, on va réellement faire tout blanc, c'est-à-dire vous allez faire CTRL-A. Alors, on va voir si ça marche comme ça. Non, évidemment. C'est un peu moins facile qu'il n'y paraît pour transformer tout en blanc, et ça va nous amener vers... ça va nous demander de manipuler Illustrator un peu trop. Donc, vous savez quoi, finalement, je vais l'utiliser en couleur comme ça. Oui, j'avais dit que je voulais tout blanc, mais ça va être compliqué parce qu'il y a un masque d'écrêtage à annuler, etc. Et ça devient un peu trop Illustrator. Donc, on va l'utiliser comme ça. Le fichier que vous avez enregistré, il sera en couleur, il ne sera pas tout blanc, mais c'est pas grave. Sinon, ça nous fait faire trop d'Illustrator, en fait. OK. Alors, de retour dans InDesign, on va aller le mettre dans les gabarits. On veut donc que ce fichier, les oiseaux, aille sur tous les gabarits qui ont des bandeaux, uniquement à l'endroit du bandeau. Eh bien, on va le mettre dans le gabarit A. On va le mettre dans le gabarit A. Donc, on double-clique sur le gabarit A. Ah, c'est pas facile, ce qu'on voit. Mais au moins, après, vous serez costaud pour faire des documents. Déjà des documents intéressants au niveau graphique. Donc, je suis en train de travailler dans le gabarit A. Je crée un calque que je vais appeler déco par-dessus bandeau. Et ce calque déco par-dessus bandeau doit logiquement se trouver sous la numérotation. Je n'ai pas envie qu'il aille se mettre par-dessus la numérotation. Par contre, il doit se trouver par-dessus la décoration droite de la page de droite.
qui est ma décoration en couleur unie en dégradé. OK. Eh bien voilà, on est en train de travailler sur ce calque-là. On peut même verrouiller les autres avec Alt-clic. Et on va amener l'image des oiseaux, enfin de vos fleurs par-dessus. Fichier importé. Voilà. Et on importe le fichier Illustrator. Et on fait un cliquer-glisser. Et voilà. Et ça marche? Use. Sur la page de droite. Sur la page. Pour importer l'image, pour lui donner la dimension qu'on veut directement, cliquer et glisser sur la page de droite. Et donc, elle est arrivée sur le calque déco par-dessus bandeau. Sur la page de droite du gabarit A. Ouais. OK. Alors, si je vais voir sur les pages maintenant, page 53 par exemple, eh bien, je vois que j'ai la décoration, la numérotation se met bien par-dessus et le bandeau se met bien en dessous. Parfait. Page 57, c'est la même chose, sauf que le bandeau est d'une couleur différente, c'est le gabarit C sur la page 57, tandis que sur la page 53, c'est le gabarit B. Ah oui, et en plus, j'avais mis un oiseau sur celle-là. Ouais. Donc, page 59, page 53. On dirait que la qualité n'est pas bonne, mais vous savez très bien qu'on est en prévisualisation, et si vous voulez voir correctement, vous allez dans Affichage, Performance d'affichage, Affichage de qualité supérieure. Et voilà, ça c'est vraiment comme ce sera à la sortie. OK. Bah, il reste à faire en sorte que ce motif soit moins visible. Je vous montre, vous allez tester après. Je vais sur le gabarit A, c'est là qu'il se trouve le motif. Je peux le repositionner avec la flèche noire un peu comme ça et aller mettre un dégradé sur lui. Un dégradé de transparence sur lui. Voilà. Avec la touche majuscule, dans un sens ou l'autre. Voilà. Et c'est ce que je voulais. J'ai donc le motif sur les pages, avec le bandeau de couleur qui apparaît sur les pages par-dessous, la numérotation qui apparaît par-dessus systématiquement. D'accord? Donc je répète, sur le gabarit A, je sélectionne l'image, je la repositionne s'il faut, et avec l'outil de dégradé de transparence, avec la touche majuscule, je fais un cliquer-glisser dans un sens ou l'autre pour faire une transparence sur cette image Illustrator. Ah, si on veut la rendre transparente uniformément, ça va être tout simplement par objet, effet, transparence. Voilà. Et ouais. Certo. Voilà, voilà. OK. Bon, ce qu'on a vu là n'est pas simple, mais je pense que c'est vraiment très intéressant. Ces gabarits en cascade, cette possibilité d'utiliser des fichiers Illustrator, ces contours progressifs, ces calques pour empêcher qu'un élément passe par-dessus un autre malgré qu'il vient d'un gabarit.
Ok, on va donc travailler le texte. Je repasse dans mon document, je repasse en affichage normal. Et dans la palette des calques, je vais indiquer que je travaille uniquement sur le calque texte dans le document. Donc, touche Alt, je clique là une fois, deux fois. Les autres calques sont verrouillés. OK. Donc, on ne travaille que sur le calque texte dans le document. Les autres calques sont verrouillés. On va aller dans le gabarit A, créer des blocs texte qui vont se retrouver sur toutes les pages. Ce sera la même structure, 2 colonnes par page. Donc, je double-clique sur le gabarit A. Encore une fois, vérifiez bien que vous êtes en train de travailler uniquement sur le calque texte dans le document. Les autres calques sont verrouillés. On prend dans le gabarit A, on prend l'outil texte et on va tracer un bloc sur toute la zone intramarge comme ceci. Donc le bloc, je vais ici temporairement le coloriser pour que vous voyez à quoi il ressemble, où est-ce qu'il est. Il est là. S'il met le petit crayon au sens interdit, il faut vérifier est-ce que le calque sur lequel tu veux tracer, est-ce qu'il est mis en surbrillance comme ceci dans la palette des calques. Ça, c'est le piège. Et en effet, ça peut être piégé. Quoique ça marche quand même chez moi. Mais c'était ça, ça marche chez toi maintenant. Ok. Alors, ce bloc qui est sur la page de gauche ici, on va faire des colonnes dedans, 2 colonnes, mais on va les faire pas comme on a fait précédemment. On va pas se servir de guide. On va faire les colonnes dans le bloc. Les 2 manières de faire fonctionnent dans InDesign. Après, je vous montrerai une manière de combiner les 2 manières de faire. Alors, on va dans le menu Objet, Options de bloc de texte. Et là, on va indiquer qu'on veut 2 colonnes dans le bloc. Et là, on va indiquer également la largeur de la gouttière. Voilà. Donc, j'ai mis 2 colonnes, 10 mm de largeur de gouttière. Alors, l'option équilibre des colonnes, c'est une option qui permet de répartir le texte automatiquement d'une colonne à l'autre pour éviter qu'une colonne soit trop vite par rapport à une autre. Mais on n'est pas obligé de l'enclencher maintenant. OK. Alors, on va aller chercher on va dupliquer le bloc ici déjà. Avec la touche Alt, je peux le déplacer sur l'autre page. Donc, j'ai un duplicata. Avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée, j'ai déplacé le bloc sur la page de droite et j'ai donc une copie de ce bloc. Et dans le gabarit, on va les chaîner. Comme ça, quand on fera le chaînage dans le document, il y aura déjà les pages gauche et droite qui seront chaînées. Donc la porte de sortie, je clique sur elle et puis je vais chaîner là. Voilà. Le chaînage apparaît quand je vais dans le menu affichage, extra, afficher le chaînage du texte. Bien. Alors, on va parler un peu des arrondis rapidement. Est-ce que vous avez la petite icône jaune qui apparaît là? Oui.
Quand vous cliquez sur elle, vous avez la possibilité d'aller régler les arrondis, en fait, sur le bord du bloc. Bon, personnellement, je n'utilise pas trop ça. Je vais annuler. Ce que j'utilise, c'est plutôt l'option ici, objet, option d'arrondi. Et là, vous avez la possibilité de dire, tiens, je voudrais un arrondi en bas à droite du bloc. Menu objet, option d'arrondi. Un arrondi en bas à droite du bloc, je choisis donc arrondi ici. Ah oui, petite erreur de ma part, il fallait casser la chaîne avant parce que pour l'instant, j'ai des arrondis partout. Donc, je remets des angles sur les coins du bloc, sauf le coin en bas à droite qui va être arrondi. J'augmente, avec la case aperçue cochée ici, j'augmente la valeur d'arrondi. Et vous devriez voir un arrondi qui se crée en bas à droite. Voilà. OK. Bon, je vais faire 20 par exemple. Ouais. Donc, c'est intéressant de savoir que ça existe. Ça peut donner un côté sympa, adoucir une mise en page, mais ça fait fort vieillot en fait. On tombe tout de suite dans un peu le style années 60 des arrondis sur les blocs. Mais voilà, techniquement, vous voyez comment ça fonctionne. Et c'est dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez revenir dans le objet, option d'arrondi et remodifier les choses autant de fois que vous voulez. Donc, l'arrondi est modifiable. Bien. OK, pour l'instant, le bloc passe devant la numérotation, mais c'est pas très grave. Ça peut être corrigé facilement. You said in computer chat? Oui, j'ai mis un fond bleu clair pour qu'on les voit bien, oui. Et vous pouvez le faire aussi ou pas. Bon, voilà. C'est vrai que si je le supprime, ouais, on arrivera quand même à voir. Oui. Voilà. Donc, j'ai supprimé le fond bleu clair. Ici. Alors, sur les pages, je descends dans le document et on va commencer la mise en page. On va faire une mise en page avec plusieurs langues, français, anglais, hein, on ne va pas se compliquer trop la tâche. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut indiquer à InDesign quelle est la langue du texte. Sinon, le correcteur orthographique et la césure va mal se faire. D'abord, vous êtes descendu sur la page 46 de la première page, donc il va falloir déverrouiller le bloc par rapport au gabarit en faisant CTRL majuscule et en cliquant sur lui. Voilà. Le bloc qui était chaîné avec lui s'est déverrouillé tout seul, celui de la page de droite. On va chaîner les pages ensemble, comme on l'avait fait le premier jour. Donc, pour chaîner les pages ensemble, je clique sur la porte de sortie de la page de droite et avec la touche Alt, je clique sur les pages suivantes. Et donc, il peut me dire quelque chose d'étonne. Le fait de cliquer avec la touche Alt pour indiquer qu'on fait le chaînage le déverrouille tout seul. Tu n'as pas besoin de déverrouiller les blocs à l'avance. Voilà, bon. On peut encore le faire après, c'est pas un problème. Moi, je suis arrivé au bout du document, tiens. Donc, j'ai cliqué sur la page de droite ici, sur la porte de sortie. Et puis, avec la touche Alt, j'ai cliqué sur toutes les pages suivantes pour chaîner. C'est-à-dire que le texte va couler d'un bloc à l'autre, puis d'une page à l'autre, pas d'une colonne à l'autre, puis d'une page à l'autre. Comme on le voit ici, hein, le chaînage est noté. Oui. Et donc, le fait d'enfoncer la touche Alt évite de devoir chaque fois recliquer sur la porte de sortie. On le fait à la volée. OK, vous enregistrez bien ça quand vous avez? Oui.
Donc, on a eu quelques problèmes dans un doc. Là, il a fallu déverrouiller les pages de gauche avant de faire le chaînage, sinon ça ne marchait pas. Ça nous crée un bloc par-dessus tout seul. Bon, il faut s'adapter. Alors, on va aller chercher du texte en français rapidement dans Wikipédia. OK, après le sommaire, je vais aller chercher quelques paragraphes rapidement. OK. Donc, je copie et je vais coller avec l'outil texte. Les images ne vont pas se copier. Donc, je colle, voilà, le texte français. À la fin, ici, je vais créer un paragraphe vide pour accueillir le texte anglais à cet endroit-là. Donc, j'ai enfoncé la touche retour chariot. Et là, je vais maintenant coller le texte en anglais. OK. Donc, alors, je vais passer à la version anglaise de l'article. Donc, il suffit de taper sur English sur la colonne de gauche dans Wikipédia. Je copie le texte et je vais le coller dans mon document. Avec l'outil texte, je clique là pour que ça clignote et je colle. Voilà. C'est pas la même le article, c'est vrai. C'est pas grave si c'est pas le même article, c'est juste un test. Donc, après avoir fait ça, vous faites puis Oui, après avoir fait indiquer que le dernier paragraphe français est terminé, vous collez la version anglaise. Oui, c'est la touche entrée, la touche retour chariot à la fin du texte français, et ça fait une balise, d'ailleurs, qu'on va voir si on demande menu texte, afficher les caractères masqués. Voilà. Clair. Case. Yes. OK, vous enregistrez le document pour ne pas perdre ça et on va essayer de trouver l'endroit où le texte français rencontre le texte anglais. C'est ici chez moi. Et on va demander de faire une sélection sur tout ce qui se trouve avant le curseur, donc autrement dit, tout ce qui est français. Et ça, c'est une combinaison de touches, voilà, que je vais vous montrer sur le clavier. Très intéressant comme raccourci. Sélectionnez tout ce qui se trouve avant le curseur ou après le curseur. C'est donc la touche CTRL, majuscule, et vous avez une flèche qui est en diagonale vers le haut à gauche. C'est celle-là. Donc, à l'aide de ces trois touches, vous allez pouvoir sélectionner tout ce qui se situe avant le curseur.
contrôle majuscule et la flèche ici. C'est pas la flèche, ou alors c'est le home peut-être. Flèche up, c'est home en fait, hein, oui, sur le clavier PC. Ça marche? Et il faut indiquer que c'est du français. Pour indiquer la langue, on va dans le menu texte caractère. Bon, bah il est déjà indiqué que c'est du français, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, vous mettez français dans la liste. Vous choisissez français dans la liste. OK. Avec le curseur texte situé donc à la frontière entre le français et l'anglais, et je préférais encore le mettre juste devant le premier mot anglais. Voilà. Je vais maintenant sélectionner tout ce qui se situe après le curseur. Ben, c'est toujours CTRL majuscule avec l'autre bouton, le contraire de Home. Et voilà, tout ce qui était après le curseur a été sélectionné. Cette fonction qu'on vient de faire là sera utile quand on doit sélectionner du texte qui est en excès. Vous mettez le curseur à la fin du bloc et vous arrivez à le sélectionner, comme ça vous pouvez éventuellement le couper, le mettre ailleurs, dans le cas où vous ne faites pas de chaînage. OK, et donc là, il est indiqué que c'est du français, c'est très mauvais. D'ailleurs, si on enclenche la correction orthographique dynamique, il va nous souligner tous les mots. On peut faire ça. Hein. Édition, orthographe et vérification orthographique dynamique. Donc, édition, orthographe, vérification orthographique dynamique. Quelques mots sont soulignés dans le texte en français. Par contre, dans le texte en anglais, quasiment chaque mot est souligné. Ben oui, parce que pour l'instant, ils considèrent que c'est du français, et donc tous les mots sont quasiment fautifs. Eh bien, il suffit que dans la palette caractères, j'indique que c'est de l'anglais. Donc, vous allez prendre anglais, anglais quoi? Il n'y a pas anglais international, anglais Royaume-Uni, par exemple, ou... Voilà. Et là, les mots, il y en a beaucoup moins qui sont soulignés. Donc ça a une influence sur la correction orthographique, mais également sur la césure quand on fera du texte justifié. La manière dont les mots sont coupés, il y a un dictionnaire de césure qui est propre à chaque langue. OK, je vais aller désenclencher la correction orthographique dynamique parce que, enfin la vérification orthographique dynamique parce que ça prend des ressources, ça ralentit quand même les choses. Alors, on va faire le nettoyage du texte. Édition, rechercher, remplacer. Je vais passer ici en texte, oui. Rechercher dans le document. Je recherche quoi? Une fin de paragraphe, suivie d'une fin de paragraphe, et je remplace ça par une fin de paragraphe. Donc, les doubles balises de fin de paragraphe qui se suivent vont être remplacées par une seule. Tout remplacé. Je refais ça encore une fois, jusqu'à ce qu'il m'indique qu'il y a 0 modification effectuée. Alors, tu as bien choisi dans Document. OK. Bon, il y a encore des petites choses bizarres, mais ça peut se modifier manuellement.
Alors, on va mettre au point le corps du texte. Donc, vous allez... Oui, en effet, si vous voulez, ça peut se faire aussi, rechercher, remplacer. On peut faire la recherche et remplacer d'un espace avec 2 points et le remplacer par un espace insécable. Et on va même choisir, tiens, quitte à faire ça, autant apprendre un truc, un espace insécable à chasse fixe. Ça veut dire que dans du texte justifié, on n'aura pas des espaces différents dans le texte chaque fois qu'on a 2 points. Ce sera chaque fois un même espace fixe. Parce que c'est ça le danger avec le texte justifié, c'est que les espaces soient différents. Et avec 2 points, donc. Hein. Donc, espace 2 points, remplacé par espace insécable et tant qu'à faire, chasse fixe, 2 points. Tout remplacé. Tiens, on n'en a trouvé qu'un seul. OK, on va mettre au point le corps du texte, c'est-à-dire le texte principal du document. Alors, le mieux, c'est que je sélectionne... oui, évidemment, vu qu'il est chaîné, ça ne va pas marcher. Donc, je vais cliquer avec l'outil texte et sélectionner tout. Alors, par la palette caractères, vous allez choisir un caractère. Je vais par exemple taper Adobe Garamond. Dans les Adobe Garamond qui apparaissent, je vais prendre le Pro Regular. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là. Je vais augmenter la taille du caractère. Entre parenthèses, juste à côté, vous avez l'interlignage qui est indiqué. Pourquoi entre parenthèses? Parce que vous n'avez pas manuellement modifié l'interlignage, vous ne vous êtes pas éloigné de la valeur qui est suggérée ici. Mais ça peut donner très bien, pour donner de la classe à du texte, d'augmenter l'interlignage. Dès que vous changez, vous voyez que ce n'est plus entre parenthèses. Ce sont des valeurs de départ, on pourra les changer après. OK? Alors, on va aller mettre au point un titre. Je pense que le premier paragraphe, il est court, ça doit être un titre. Sinon, vous le faites, hein, vous le tapez. Alors, je vous rappelle que quand on modifie, quand on a les balises qui sont affichées et qu'on peut modifier tout un paragraphe, il faut sélectionner la balise avec sinon, ça va faire des choses bizarres. C'est source de problème. Voilà, avec la palette texte caractère, je vais donc maintenant augmenter la dimension ici, faire modifier l'interlignage. Je peux changer le caractère si je veux. OK. Alors, dans beaucoup de polices de caractère, vous allez avoir ce qu'on appelle des ligatures. C'est ici. C'est-à-dire que le F, le bout du F, là, vous voyez, rejoint le point du I. Si ça vous ennuie, ben, il suffit de désactiver ça. Je suis en train de regarder si ça le fait aussi pour le reste du texte. Écoutez, je vais simplement ici maintenant tout sélectionner et aller dans le menu caractère pour désenclencher les ligatures, en fait. Hein. Comme ça, pour tout le texte, il n'y en aura plus. Voilà. Maintenant, donc, vous voyez ce que ça fait. Le F et le I, ici, sont bien distincts. C'est vous qui voyez si ça vous amuse ou pas d'avoir des ligatures comme ça. Und ich jetzt schon wie ein Stück Werbung steigt.
Tu as des options plus petites comme ça. Ben voilà, il suffit de demander menu de la palette de caractères, afficher les options. Ceci dit, ce qui nous intéresse est à cet endroit-ci dans le menu. Donc que les options soient affichées ou pas ne change rien. Bien. Alors, regardez ce qui se passe depuis qu'on a mis un titre. Ben forcément, le titre a repoussé le texte de la première colonne vers le bas. Et il se passe ceci, c'est que les lignes d'une colonne à l'autre ne sont plus vraiment dans le prolongement l'une de l'autre. Ça n'empêche pas de bien lire les choses, mais d'un point de vue aspect du document, ça peut être ennuyeux que les lignes ne soient pas dans le prolongement l'une de l'autre. Eh bien, on va faire en sorte que ce soit le cas. C'est pas difficile à faire. Vous allez d'abord afficher la grille de lignes de base. Menu affichage, grille et repères. Afficher la grille de ligne de base. Affichage, grille et repères. Afficher la grille de ligne de base. Voilà. Quand on zoome en arrière, elle n'apparaît pas, mais quand on zoome en avant, à un certain moment, elle apparaît. La couleur de la grille, l'espacement entre les lignes, à quel moment elle apparaît quand on zoome ou pas, tout ça se règle dans les références. OK. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que nous allons sélectionner tout le texte. On clique avec le curseur dans le texte et on sélectionne tout. Vous voyez qu'au niveau de la langue, il n'est rien indiqué ici. C'est normal. C'est parce qu'en fait, il y a deux langues qui sont sélectionnées. Et quand il y a deux choses qui sont sélectionnées en même temps, il n'indique rien, en fait. Donc, mais on a bien du texte français et anglais qui sont sélectionnés. Alors, dans la palette paragraphe, texte paragraphe, on va indiquer que le texte doit aller coller sur les lignes de la grille. Et ça se fait avec l'icône ici. Vous voyez, ça tente de vous montrer qu'actuellement, les lignes de texte ne sont pas l'une en face de l'autre et qu'elles vont l'être quand on clique là-dessus. Voilà. Bon. Chez vous, ça ne marche pas. Elles ne sont pas vraiment l'une en face de l'autre. Oui. Oui. OK. D'accord. Voyons un peu. Un peu comme ça, quoi. Là. Ben oui, parce qu'en fait, il nous reste une opération à faire. Alors. OK, j'avais mis l'interlignage du texte à 20 points. C'est ça, hein? Eh bien, il faudrait que l'espacement entre les lignes de la grille soit de 20 points aussi. C'est ce qu'on va aller faire maintenant. On va dans les éditions préférences, grille, édition préférence grille, et à cet endroit-là, pour grille de ligne de base, vous allez indiquer 20 points au lieu de 12. Indeed. OK. Oui, vous devez vérifier à combien vous aviez mis l'interlignage pour le texte.
OK, et donc je viens de mettre la grille de ligne de base avec un espacement équivalent à l'interlignage du corps du texte. Et là, ça devrait bien marcher. On a plus une ligne sur deux qui saute, hein, parce que c'était à 12 points et avec un texte de 15 points d'interlignage 20 qui sautait une ligne sur deux. C'est pour ça que vous n'aviez pas les choses correctes. Bon, ben, c'est pas très difficile si on a compris un peu comment ça marche. Alors, le problème, c'est que le numéro de page entre en conflit avec le texte. Ça, d'une manière ou d'une autre, on va aller voir d'où ça vient. Ben, peut-être qu'il suffirait dans le gabarit A de remonter les blocs, en fait. C'est ça le problème, c'est que dans le gabarit A, les blocs de texte, ils se superposent déjà aux numérotations, en fait. Donc, je les sélectionne tous les deux dans le gabarit A et je les remonte. Je remonte le bas, en tout cas, avec la poignée du milieu, de manière à ce qu'ils ne soient pas en conflit avec les numérotations. Et là, normalement, quand on revient dans le document, tout est nickel. Voilà. Yeah. Le coin arrondi qu'on a fait tout à l'heure n'a pas de sens si on ne donne pas de couleur au bloc, en fait. Hein. Parce que le bloc est invisible, on ne voit pas le coin arrondi. Is it time? Good. Bon, tant que j'y suis, je me dis que je vais également abaisser les blocs dans le gabarit A parce qu'ils sont un peu trop hauts. C'est vrai que je pourrais aller dans marge et colonne et remodifier les marges et colonnes avec l'activation de la mise en page, activation de la modification de la mise en page enclenchée. Mais je peux aussi faire comme ça, c'est pas un problème. Voilà. Alors, quand on fait de la mise en page, il ne faut pas avoir peur du blanc, en fait. Il y a d'ailleurs un livre qui existe qui parle de ça, tellement c'est quelque chose de connu. Et ça s'appelle « Les espaces blancs ne sont pas votre ennemi ». Voilà. C'est ce livre-là. Donc, comment faire de la mise en page? En fait, c'est comme d'habitude, il faut s'adapter au public. Si vous voulez donner l'impression que votre produit est le moins cher et que vraiment vous êtes quelqu'un d'économe, vous vendez quelque chose de bien, pas cher, vous allez faire un document où on fait beaucoup de remplissage. Si vous voulez donner l'impression que c'est classieux, que c'est pour un public de personnes averties, vous allez créer des espaces blancs. Donc, quand on dit les espaces blancs ne sont pas votre ennemi, il faut créer des espaces vides dans les mises en page. C'est pas toujours applicable à tous les produits, quoi. Si vous voulez donner une impression de bas de gamme, il va falloir ne pas gâcher d'espace. Par contre, une impression de haut de gamme, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, je cherche ici des exemples parmi les choses qui montrent. Et voilà, donc ce genre de choses. Il y a clairement de l'espace inutilement utilisé, mais c'est bien, ça donne de la classe. Voilà, aussi. Ok, bon, il ne montre pas énormément d'exemples ici par rapport à tout ce qui est dans le livre, c'est juste un extrait. Ce qui peut aider pour vous, c'est vraiment de cultiver, de voir un maximum de mise en page. Et alors, il y a des murs sur Facebook ou sur Pinterest. Vous allez trouver des murs avec de la mise en page InDesign. Il suffit de chercher un peu en tapant par exemple dans Google Pinterest InDesign.
Vous allez tomber sur des Pinterest qui vous montrent des bonnes mises en page. Vraiment, au plus on en voit, au plus ça aide à faire des mises en page correctes. OK. Alors, on va travailler sur le titre ici. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre document. Comme ça, si vous faites une gaffe, vous pourrez ouvrir la version précédente. Enfin, on a toujours le CTRL-Z, mais on ne sait jamais. Alors, le titre. Le titre, actuellement, je vais cliquer sur lui et je vois qu'il est aligné sur la grille. Ce n'est peut-être pas nécessaire pour le titre qu'il soit aligné sur la grille. Donc, en ayant cliqué n'importe où dans le paragraphe du titre, je vais maintenant désenclencher l'alignement sur la grille. Puis, dans la palette caractères, je vais aller régler l'interlignage que je veux pour le titre. Bon, là, il faut que je sélectionne tout. Là, voilà. Voilà. OK. Voilà à quoi ça ressemble maintenant, mais ça pourra changer par la suite, bien entendu, parce que nous allons à un certain moment créer des styles de paragraphes qui nous permettront de modifier l'ensemble d'un document rapidement et de tester pour essayer d'améliorer les choses. Et l'espacement, vous l'avez... À l'œil, j'ai sélectionné la totalité des caractères, donc, et j'ai modifié l'interlignage ici dans la palette caractères. OK. Au niveau de la césure, j'ai pas envie qu'il y ait de la césure sur les titres. J'ai pas envie qu'un titre, il y ait un mot coupé dans un titre. Donc, dans le menu de la palette paragraphe, je vais jusqu'au mot césure et je désenclenche la césure. Je vous montre juste un peu, dans mon cas, l'espacement entre les lettres avec l'approche de groupe dans la palette caractères. Je trouve que ça donne mieux si c'est un peu plus espacé. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors voilà, nous allons créer maintenant le style de paragraphe pour les titres français. Parce que le style va indiquer, ce sera inscrit dans le style que c'est du français, en fait. Alors, vous cliquez n'importe où dans le titre, vous allez maintenant dans la palette texte style de paragraphe, et nous allons dans le menu de la palette style de paragraphe demander nouveau style de paragraphe. Et je vais appeler ça grand titre, et ça va être du français. Voilà. Il est très important, quand on crée un style de paragraphe, de vérifier qu'il n'est pas indiqué un autre style à la rubrique d'après. C'est le même principe que ce qu'on a vu pour les gabarits tout à l'heure. Ça veut dire que le style est créé en recevant des attributs qui viennent d'un autre style. C'est très intéressant, mais ça a tendance à s'enclencher alors qu'on ne veut pas, et alors on ne comprend pas pourquoi, quand on modifie un style, tiens, il y a une autre partie du document qui se modifie aussi alors qu'on ne voulait pas. Donc il ne faut pas qu'il y ait de style parent et de style enfant, sauf si on veut que ça se fasse comme ça, mais je pense que dans un premier temps, c'est un gros piège, vérifier systématiquement qu'il n'est pas indiqué d'après un autre style. Alors, la langue, elle est indiquée où? Dans format de caractère avancé. Donc, toutes les rubriques là sur la gauche, c'est la description du style de paragraphe. Et il est indiqué là la langue, en fait. On retrouve le grep ici. Ça, c'est du InDesign avancé. Vous pouvez, grâce à ça, faire des choses assez extraordinaires. Le grep, on l'a vu dans Rechercher, remplacer, mais il existe aussi sous forme de style imbriqué. Un style imbriqué, c'est-à-dire dans le style de paragraphe, on a un style grep.
Ça va servir à quoi? Par exemple, systématiquement, si je tape un mot, il sera transformé, par exemple, si je tape le mot animal, et bien, systématiquement, il sera mis, par exemple, en rouge et en bold italique, si je veux. Et si je l'ajoute dans le texte, il devient bold, rouge, italique. C'est une espèce de recherche et remplacer dynamique, en fait. C'est le style grep. Donc, j'en parle ici parce qu'on a vu ça pour le recherche et remplacer, et ça pourrait paraître bizarre de revoir le mot grep dans le style de paragraphe. C'est du InDesign avancé, nous n'allons pas le voir ici, mais c'est intéressant. OK, je vais cliquer sur OK. Alors, dans général, est-ce que oui, appliquer le style à la sélection est coché dans l'option générale ici, appliquer le style à la sélection est coché, c'est parfait, je clique sur OK. Et donc, le titre vient de créer le style et il a pris ce style qu'il a créé. Dans le style, il est également indiqué que je ne veux pas de ligature. OK. Je vais maintenant cliquer juste devant le texte ici. Non. Oui, parce qu'en fait, c'est particulier. Il faut que je fasse deux styles pour le corps du texte. Une version française et une version anglaise. Et je vais essayer de garder les choses simples ici, parce que ça peut être un peu plus complexe que ce qu'on va voir. Donc, je recherche l'endroit où le texte anglais et français se rejoignent. Voilà, c'est ici. Bien. Eh bien, je vais sélectionner tout le texte français comme ça. Voilà. D'accord? Donc, là, c'est la transition entre l'anglais et le français. Je sélectionne tout le texte français. Ça va, ça marche? Dans la palette des styles de paragraphe, je vais indiquer un nouveau style de paragraphe et je vais l'appeler corps du texte et ça va être la version française. Corps du texte orthographié correctement, c'est encore mieux. Corps du texte français. Voilà. Donc vous voyez que le texte actuellement sélectionné utilise maintenant le style corps du texte français. Je clique sur devant le... Ah tiens, j'en ai oublié un. C'est malin ça. C'est pas grave. Les suivants qui sont malgré tout en français, je vais les sélectionner et leur appliquer le style corps du texte français. OK. C'est là, en fait, la frontière. Voilà, c'est ça. Donc, ceux-là que j'avais oubliés, je leur applique le style corps du texte français. OK, donc ici, je clique devant le texte en anglais et je vais sélectionner tout ce qui se situe après le curseur. C'est donc contrôle majuscule et la flèche qui s'appelle... c'est pas une flèche, c'est down chez vous, quoi. End, oui, end. Donc, contrôle majuscule end sur le clavier PC, ça sélectionne tout ce qui se situe après le curseur. Et je crée un nouveau style de paragraphe que j'appelle corps du texte-en pour anglais. Alors, dans une version plus avancée de la formation, je fais en sorte que le style anglais soit le style enfant du style français. Comme ça, si je modifie quelque chose sur le français, l'anglais se modifie aussi. Mais ici, je vais garder les choses séparées, on ne va pas compliquer autant, ça va être un peu trop complexe. OK. On enregistre le document pour être sûr de ne pas perdre ça. Si ça n'a pas fonctionné, si vous avez un doute, n'hésitez pas à le dire. Donc, à partir de là, vous ne modifiez plus le texte par la palette caractères ou paragraphes.
puisqu'on a créé un style, puisque les paragraphes utilisent les styles, si on veut modifier quelque chose, on y va maintenant uniquement par les styles. Donc, si je veux modifier la couleur du texte français, par exemple, eh bien, je clique avec la flèche noire à côté de tout, puis je vais double-cliquer sur corps du texte FR. Je vais à couleur des caractères et je peux choisir que ce soit en bleu foncé, par exemple. OK. Et voilà, j'ai le texte français en bleu foncé. Si je veux modifier la couleur du texte anglais, qui lui est resté en noir, là, actuellement, eh bien, je double-clique sur corps du texte EN et je vais mettre couleur des caractères, par exemple, du rouge. OK. Alors, attention quand même, pour la lisibilité, c'est très mauvais de mettre du petit texte en couleur. On peut accepter ça pour des titres, mais pas pour du petit texte comme ça. Ou alors, peut-être du noir un peu, mais malgré tout, c'est pas conseillé parce que ça va tramer. Donc, pour la démonstration, je l'ai fait. Voilà, j'ai mis le texte anglais en vert finalement et le français en bleu foncé, mais il faut savoir qu'après, j'irai changer ça et remettre en noir. C'est toujours mieux du texte en noir pour du texte avec beaucoup d'informations. Pour le titre, je peux aller double-cliquer sur le titre et aller changer sa couleur. Case aperçu coché, je vois directement derrière ce que ça donne. OK. Alors ça, c'est un grand titre. Et comme vous vous en doutez, il y aura après des titres de deuxième niveau ou de troisième niveau, donc ce qu'on peut appeler des sous-titres et des sous-sous-titres. Mais ça, ce serait pour après. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que je vais pouvoir attribuer le style grand titre à d'autres parties du texte français et faire en sorte que systématiquement, tout seul, les grands titres aillent se mettre en début de page de gauche. Et ça, c'est en réglant ce qu'on appelle les options d'enchaînement. On dit où doit commencer un titre ou l'autre. Il doit commencer en début de page de gauche, ou en début de page, ou en début de colonne. Il ne peut pas terminer une colonne. Il ne peut pas terminer une page. Il ne peut pas commencer au milieu d'une page. Enfin, voilà. Alors, je vais donc ici repérer dans le texte français une partie. Je clique, par exemple, dans ce paragraphe morphologie et anatomie. C'est tout petit. Si vous n'en avez pas un petit, vous le tapez, le petit paragraphe. Et j'applique le style grand titre FR. Et voilà. Donc actuellement, il est au milieu. Je vais continuer ici et repérer un autre titre, voire même le créer moi-même. OK. Je crée moi-même le titre. Tiens, il paraît qu'ils vont faire un remake du film Les Oiseaux de Hitchcock. Là-dessus. Ça promet. OK. Ouais. OK. Je clique à côté de tout et je vais modifier les paramètres du grand titre, du style grand titre FR. Est-ce que vous avez plusieurs titres Alors, donc j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, je double-clique sur le style grand titre FR et je voudrais qu'il commence systématiquement en début de page de gauche. Ça va se régler ici dans les options d'enchaînement. Options d'enchaînement. Options d'enchaînement et on indique ici début du paragraphe. Page paire suivante. Oui, paire suivante, c'est une page de gauche, oui. OK.
Et donc, ça a fonctionné. Vous avez les titres qui se sont mis en début de page de gauche. Bon, bien entendu, il faudra aller insérer des images pour peupler les deux pages et des sous-titres, etc. OK. Alors, on va appliquer le grand titre au premier paragraphe anglais. Oui. OK. Donc, je clique sur le premier paragraphe anglais. Je lui applique le style grand titre FR. Ça me met ce paragraphe en début de page suivante. C'est parfait. Sauf que c'est pas du français. Si je montre la vérification orthographique dynamique, ça me souligne le mot évolution, puisqu'il aurait fallu un accent, en fait. Tiens, le end n'est pas souligné, c'est bizarre. OK. En tout cas, voilà, vous avez appliqué le style grand titre FR au premier paragraphe anglais. Il va falloir indiquer que c'est de l'anglais par la palette caractères. Donc là, je fais une modification manuelle sur le texte. OK. Donc, tu avais un problème parce que le texte était trop grand et vraiment beaucoup trop grand. On dirait que certains mots n'avaient pas assez de la largeur de la colonne pour se mettre, alors ça faisait les mots suivants sur la page suivante. OK. Donc, on a indiqué ici, on a cliqué dans le grand titre qui est en anglais et on a indiqué dans la... Il faut que je sélectionne entièrement. Voilà. Il faut que j'indique que c'est de l'anglais États-Unis ou Royaume-Uni, peu importe. De toute façon, oui. Oui, ça a une petite importance. Par exemple, pour le mot color, aux États-Unis, ça s'écrit avec OR et au Royaume-Uni avec OUR. Bon, ce genre de détail est la différence. Voilà. Alors, au départ de ce paragraphe, je vais maintenant créer le style grand titre EN, parce qu'on n'a pas encore refait. Donc, vous voyez l'astuce, j'ai appliqué d'abord le grand titre FR et j'ai modifié manuellement, et puis je fais nouveau style de paragraphe dans la palette style paragraphe. Je vais l'appeler grand titre EN. Dans les formats de caractères avancés, il est bien indiqué que c'est de l'anglais Royaume-Uni. Alors, dans la générale, vous voyez qu'il est créé d'après grand titre FR. On peut le laisser éventuellement. C'est marqué comme ça aussi chez vous, je suppose. OK, on peut laisser comme ça vous voyez l'intérêt. Voilà, donc grand titre EN est bien appliqué à ce grand titre. Si je l'applique ailleurs, waouh. Voilà. Ça me met sur la page suivante. OK. OK, donc on a un titre, on a un style parent et un style enfant. Le style parent, c'est grand titre FR. Le style enfant, c'est grand titre EN. Et donc, le principe, vous avez compris, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je répète souvent ça, mais c'est important parce que quand on va aller jouer dans les styles, il faut pas, il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait rien qui soit sélectionné, sinon ça reçoit le style sur lequel je clique. Donc, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le grand titre FR. Je vais changer la police de caractère dans format de caractère de base et vous allez voir que
La police va changer à la fois dans les titres, les grands titres français, mais aussi les grands titres anglais qui sont leur enfant. I, Oui, voilà, ça se voit, hein. ok. La seule chose qui peut pas être changée, c'est la langue. Parce que là, spécifiquement dans grand titre EN, j'ai été indiqué la langue anglaise. Mais tout le reste peut être changé par ici grand titre FR, qui est le parent de grand titre EN.